7h, 10h sur Radio Courtoisie, suivez la ligne droite. Jean Messia, bonjour. Bonjour. Jeudi dernier avait lieu l'interview de Benjamin Netanyahou sur TF1, une interview qui a suscité pas mal de réactions, notamment de la part de Rima Hassan, qu'on ne cesse de citer à cette antenne. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces indignations ? Est-ce que vous les comprenez ? Comment vous avez perçu ces ça ? indignations, si vous voulez, elles ont pris, on va dire, deux formes d'arguments. Le premier argument, c'est de quel droit un président s'adresse directement aux Français. C'est une ingérence. Je voudrais quand même rappeler à toute la France insoumise que beaucoup de présidents étrangers se sont directement ils se sont directement exprimés devant les Français, ou en tout cas ont parlé aux Français par l'intermédiaire d'interviews. On se souvient de l'interview d'Obama, de l'interview de Donald Trump, de l'interview de Kadhafi, de l'interview de Assad, et même une interview de Poutine. Donc, oui. Je veux dire, c'est dans la tradition des relations, je dirais, d'État à État diplomatique, qu'un président en visite en France ou même depuis l'étranger fasse une interview à un grand journal ou à un grand média du pays. Bon, ça, il n'y a pas de problème. Et la deuxième chose, c'est donc le non-respect de la souveraineté française et de l'indépendance française. Mais excusez-moi, les Rima Hassan et la France insoumise, lorsque M. Erdogan intime régulièrement à la communauté turque française de surtout rester turc, de ne jamais s'assimiler à la France et d'être une sorte de tentacule de son suprémacisme islamiste en France. Et qu'à l'occasion des émeutes de juin dernier, M. Erdogan s'était permis de dire que la colère des zones de non-France était justifiée par la colonisation et le racisme. J'ai pas vu les gens de LFI s'offusquer pour le coup de ce qui fut une ingérence invraisemblable et inacceptable dans les affaires françaises. Donc je vais leur dire, les gens, si vous voulez, qui se découvrent, qui feignent de se découvrir une souveraineté ou une identité à l'occasion de l'expression publique de M. Netanyahou, je n'ai qu'un seul conseil à leur donner, c'est de fermer leur grande gueule. Bon, ça c'est fait, voilà, c'est clair, c'est dit sur Radio Courtoisie. Voilà. Alors Rima Hassan, qui ne manque pas de faire parler d'elle, puisqu'il y a eu aussi cette liste adressée par l'Algérie à la France, une liste de restitution d'objets, de trésors divers et variés. Rima Hassan a répondu qu'en effet, il était temps que la France rende à l'Algérie ce qui appartient à l'Algérie. Et si Mme Rima Hassan commençait par rendre à la France ce qu'elle lui doit ? Je veux dire, Madame Rima Hassan a été généreusement accueillie, elle et ses parents, par la France, qui a fait d'elle une citoyenne française par les vertus de la naturalisation. Il y aurait beaucoup à dire d'ailleurs là-dessus. Elle est devenue juriste. Elle a été juriste à la cour du droit d'asile, d'accord ? Donc elle a exercé des fonctions publiques à nomination. Et c'est comme ça qu'elle remercie la France. Qu'aurait été Rima Hassan s'il était resté dans son pays d'origine ? À un moment, alors je sais bien que ça passe crème, si je puis me permettre, dans la France d'Emmanuel Macron, qui a institutionnalisé la haine de la France au sommet de l'État, et donc tout lui est pardonné, mais ça interroge aussi sur la folle politique de naturalisation, qui est une des folies méconnues de la politique migratoire, la folle politique de naturalisation, qui est tout aussi folle d'ailleurs que la politique d'immigration elle-même, et qui distribue des cartes d'identité françaises à des gens qui n'ont rien à voir avec la France, et pire, à des gens qui haïssent la France. Moi-même, je suis issu d'une immigration dans les années 70 où la naturalisation était le couronnement d'une trajectoire, de ressemblance identitaire à la France. Or, depuis ce temps-là, c'est terminé. Aujourd'hui, on a déguisé en français, en quelque sorte, des gens qui n'ont rien à voir avec la France. Ce sont des gens qui sont des Français de papier, des Français administratifs, mais qui n'ont ni l'identité, ni la culture, ni même l'allégeance à la France, qui est dramatique. Donc on a créé, si vous voulez, un peuple dans le peuple, mais par la vertu de la naturalisation, ce peuple qui se comporte comme là-bas, qui vit comme là-bas, qui parle comme là-bas, eh bien, il a la nationalité française. Est-ce que c'est aller trop loin que de dire que c'est une espèce de colonisation inversée aujourd'hui en France ? Ah bah c'est évident. C'est évident que moi je considère que il y a, si vous voulez, des irrédentismes alter-identitaires qui ont été créés par l'afflux de millions de personnes ces 40 dernières années, à qui on n'a rien demandé
Et moi, qui suis aussi d'origine immigrée, je vis ça comme une trahison. Je ne vois pas pourquoi mon immigration à moi, la France, exigeait qu'elle s'adapte, qu'elle s'insère, qu'elle s'assimile, qu'elle parle parfaitement français, qu'elle fasse des études si possible. Et bizarrement, à partir des années 80, il y a toute une immigration à qui non seulement on ne demande rien, mais à qui on donne tout. Donc moi je trouve ça vraiment scandaleux et je vis ça, encore une fois, comme une trahison personnelle. C'est une question d'époque? Parce que vous dites c'est une question. Alors, c'est pas une question d'époque, c'est une question, c'est une question politique, puisque, comme vous le savez, à partir des années 80, si on doit résumer tout ce qui se passe en France depuis les années 80, il tient en un mot. C'est le mot haine. Haine de la France. La haine de la France nous gouverne à travers toutes les politiques publiques. Et je conseille à nos auditeurs ce matin de faire l'exercice. Prenez politique par politique et lisez cette politique à travers le prisme de la haine, du mot haine de la France, et vous allez voir que ça marche. Même l'écologie. Pourquoi vous croyez, par exemple, qu'on bastonne nos entreprises et nos agriculteurs avec des normes invraisemblables, le pacte vert, etc. Ça n'a pas d'autre but que de tuer notre agriculture et de tuer notre industrie. Donc la politique écologique, dont on pourrait imaginer qu'elle n'a rien à voir avec des problèmes identitaires, etc., si, son résultat, c'est de tuer la France dans son couloir, si je puis dire. C'est-à-dire de manière écologique. Voilà. La politique migratoire, n'en parlons pas. La politique des défenses, c'est pareil. Tous les fleurons de l'industrie de défense ont disparu les uns après les autres, etc. Enfin, voilà. Donc, si vous voulez, c'est pas une question d'époque. Il suffit d'enlever cette clé de voûte de la haine de la France qui chapeaute nos institutions et inspire nos politiques depuis une quarantaine d'années et qu'on remette une clé de voûte tricolore au sommet de l'État, en fait, la seule chose qu'il faudrait nationaliser aujourd'hui, ce sont les élites. Alors pour revenir à la haine de la France, c'est ce qu'il qualifie le mieux Rima Hassan, ou du moins sa politique. Elle fait clairement du clientélisme, elle appelle même parfois à l'insurrection en ciblant bien son ennemi, qui généralement, en fait, est-ce qu'on peut dire que son ennemi c'est la France? Enfin, ça paraît complètement fou de dire ça, mais vous considérez qu'aujourd'hui Rima Hassan est un danger pour la France? De quoi parle Rima Hassan matin, midi et soir? On est dans une campagne réputée être une campagne européenne, donc on s'attendrait à quelqu'un qui est sur une liste pour la campagne des élections européennes, à ce qu'elle nous parle des sujets européens, à ce qu'elle explique aux Français comment elle va défendre les Français au Parlement européen. Or là, elle est en train d'expliquer aux Français comment elle va défendre les Palestiniens, Gaza et Rafah au Parlement européen. J'ai envie de lui dire, mais Madame Rima Hassan, ni Gaza, ni Rafah, ni les territoires palestiniens ne sont des régions françaises. Pour un Français d'identité française, ce qui se passe à Gaza est une guerre étrangère qui est gérée par le ministère des Affaires du même nom. Donc on n'a pas à nationaliser ou à généraliser dans le débat public ce qui se passe à Gaza. Ce qui se passe à Gaza devient une affaire intérieure française à la faveur d'une tentacule de la Oumma qui comprend entre 10 et 15 millions de personnes en France, dont une écrasante majorité se sent plus concernée par ce qui se passe pour leurs frères arabes et musulmans à Gaza que par les souffrances françaises. Et donc, si vous voulez, c'est là une nouvelle preuve, et ô combien magistrale, du grand remplacement. Pourquoi vous et moi, on ne s'intéresse pas à Gaza? Enfin, on s'y intéresse comme étant un problème international. Oui. Pourquoi vous ne vous réveillez pas avec ça? Vous n'y pensez pas à l'heure du déjeuner, vous n'y pensez pas avant de dormir? Parce que vous n'êtes ni arabe, ni musulmane, ni pro-palestinienne. Voilà. Pourquoi, par exemple, nos facs ne sont pas envahis par des étudiants qui demandent la libération de l'Ukraine? Pourquoi on n'a pas à Sciences Po des collectifs qui s'organisent pour libérer l'Ukraine de l'agression russe? C'est pourtant une guerre qui est beaucoup plus proche de nous. C'est une guerre européenne sur notre continent. Donc si vous êtes un vrai Français d'identité, vous raisonnez par cercle concentrique. D'abord, évidemment, ce qui se passe dans votre famille, puis dans votre quartier, puis dans votre ville, dans votre département, dans votre pays, et in fine dans les choses qui vous ressemblent, c'est-à-dire le dossier ukrainien. Or là, on est beaucoup trop loin, sauf, je vous le dis, pour des millions de personnes qui sont des membres de la Oumma et pour lesquels c'est la seule allégeance. Ce sont eux qui nationalisent ce qui se passe à Gaza en France. Donc, si vous voulez, l'affaire de Gaza, c'est un thermomètre qui a révélé l'ampleur de la 5e colonne
islamique qui est abritée par la France. Et en cela, c'est extrêmement inquiétant. Quand je vois les manifestations monstres qui se passent à Paris, si vous voulez, et donc Rima Hassan est le porte-parole de cela. Et je soupçonne, et pour répondre à votre question, je soupçonne Rima Hassan de vouloir rejouer le scénario libanais avant la guerre civile libanaise en 1975. C'est-à-dire que Rima Hassan est en train d'exciter la communauté musulmane sunnite de France pour la faire basculer, en quelque sorte, dans la guerre israélo-palestinienne et pour ensuite pouvoir accueillir le maximum de personnes chez nous. Rappelez-vous que c'est comme ça que la guerre du Liban avait commencé. Vous aviez des pro-palestiniens au Liban qui ont laissé rentrer des millions de Palestiniens dans leur pays par allégeance toujours religieuse et non plus par allégeance nationale. Et donc ils ont sacrifié leur unité nationale pour soutenir et pour leur fidélité à la Oumma. C'est exactement ce qui est en train de se passer avec Rima Hassan et la France Insoumise aujourd'hui. Merci Jean Messia. Je vous en prie. À la semaine prochaine.